Amis du soir, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du mouton. Dans l'heureux temps où les fées vivaient, régnait un roi qui avait 3 filles. Elles étaient belles et jeunes. Elles avaient du mérite, mais la cadette était la plus aimable et la mieux aimée. On la nommait Merveilleuse. Le roi, son père, lui donnait plus de robes et de rubans en un mois qu'aux autres en un an. Et elle avait un si bon petit cœur qu'elle partageait tout avec ses sœurs, de sorte que l'union était grande entre elles. Le roi avait de mauvais voisins qui, las de le laisser en paix, lui firent une si forte guerre qu'il craignit d'être battu s'il ne se défendait. Il assembla une grosse armée et se mit en campagne. Les 3 princesses restèrent avec leur gouverneur dans un château, où elles apprenaient tous les jours de bonnes nouvelles du roi, tantôt qu'il avait pris une ville, puis gagné une bataille. Enfin, il fit tant qu'il vainquit ses ennemis et les chassa de ses états. Puis il revint bien vite dans son château pour revoir sa petite merveilleuse qu'il aimait tant. Les 3 princesses s'étaient fait faire 3 robes de satin, l'une verte, l'autre bleue et la dernière blanche. Leur pierrerie revenait aux robes. La verte avait des émeraudes, la bleue des turquoises, la blanche des diamants. Et ainsi parées, elles furent au-devant du roi, chantant ces vers qu'elles avaient composés sur ses victoires. Après tant d'illustres conquêtes, quel bonheur de revoir et son père et son roi. Inventons des plaisirs, célébrons 1000 fêtes, que tout ici se soumette à sa loi, et tâchons de prouver quelle est notre tendresse, par nos soins empressés et nos chants d'allégresse. Lorsqu'il les vit si belles et si gaies, il les embrassa tendrement, et fit à Merveilleuse plus de caresses qu'aux autres. On servit un magnifique repas. Le roi et ses 3 filles se mirent à table, et comme il tirait des conséquences de tout, il dit à l'aînée : « Ça, dites-moi, pourquoi avez-vous pris une robe verte ? » « Mon Seigneur, dit-elle, ayant su vos exploits, j'ai cru que le vert signifierait ma joie et l'espoir de votre retour. » « Cela est fort bien dit, s'écria le roi. Et vous, ma fille, continua-t-il, pourquoi avez-vous pris une robe bleue ? Mon Seigneur, dit la princesse, pour marquer qu'il fallait sans cesse implorer les dieux en votre faveur, et qu'en vous voyant, je crois voir le ciel et les plus beaux astres. Comment, dit le roi, vous parlez comme un oracle. Et vous, merveilleuse, quelle raison avez-vous eue pour vous habiller de blanc ? Mon Seigneur, dit-elle, parce que cela me sied mieux que les autres couleurs. Comment, dit le roi fort fâché, petite coquette, vous n'avez eu que cette intention ? J'avais celle de vous plaire, dit la princesse. Il me semble que je n'en dois point avoir d'autre. Le roi, qui l'aimait, trouva l'affaire si bien accommodée qu'il dit que ce petit tour d'esprit lui plaisait, et qu'il y avait même de l'art à n'avoir pas déclaré tout d'un coup sa pensée. « Oh ça, dit-il, j'ai bien soupé, je ne veux pas me coucher si tôt. Contez-moi les rêves que vous avez faits la nuit qui a précédé mon retour. »
L'aînée dit qu'elle avait songé qu'il lui apportait une robe, dont l'or et les pierreries brillaient plus que le soleil. La seconde, qu'elle avait songé qu'il lui apportait une robe et une quenouille d'or pour lui filer des chemises. La cadette dit qu'elle avait songé qu'il mariait sa seconde sœur et que le jour des noces, il tenait une aiguillère d'or et qu'il lui disait « Venez, merveilleuse, venez que je vous donne à laver. » Le roi, indigné de ce rêve, fronça le sourcil et fit la plus laide grimace au monde. Chacun connut qu'il était fâché. Il entra dans sa chambre, il se mit brusquement au lit. Le songe de sa fille lui revenait toujours dans la tête. Cette petite insolente, disait-il, voudrait me réduire à devenir son domestique. Je ne m'étonne pas si elle a pris la robe de satin blanc sans penser à moi. Elle me croit indigne de ses réflexions, mais je veux prévenir son mauvais dessein avant qu'il ait lieu. Il se leva tout en furie, et quoiqu'il ne fût pas encore jour, il envoya quérir son capitaine des gardes, et il lui dit « Vous avez entendu le rêve que Merveilleuse a fait ? Il signifie des choses étranges contre moi. Je veux que vous la preniez tout à l'heure, que vous la meniez dans la forêt et que vous l'égorgiez. Ensuite, vous m'apporterez son cœur et sa langue, car je ne prétends pas être trompé, ou je vous ferai cruellement mourir. » Le capitaine des gardes fut bien étonné d'entendre un ordre si barbare. Il ne voulut point contrarier le roi, crainte de l'aigrir davantage et qu'il ne donnât cette commission à quelqu'un d'autre. Il lui dit qu'il allait emmener la princesse, qu'il l'égorgerait et lui rapporterait son cœur et sa langue. Il alla aussitôt dans sa chambre, qu'on eut bien de la peine à lui ouvrir, car il était fort matin. Il dit à Merveilleuse que le roi la demandait. Elle se leva promptement. Une petite mauresse appelée Patipata prit la queue de sa robe, sa guenuche et son doguin qui la suivait toujours. Sa guenuche se nommait Grabugeon et le doguin Tintin. Le capitaine des gardes obligea Merveilleuse de descendre et lui dit que le roi était dans le jardin pour prendre le frais. Elle y entra. Il fit semblant de le chercher et ne l'ayant point trouvé, sans doute, dit-il, le roi a passé jusqu'à la forêt. Il ouvrit une petite porte et la mena dans la forêt. Le jour paraissait déjà un peu. La princesse regarda son conducteur. Il avait les larmes aux yeux, et il était si triste qu'il ne pouvait pas parler. « Qu'avez-vous » lui dit-elle avec un air de bonté charmant. « Vous me paraissez bien affligée. »« Ah, madame, qui ne le serait ?» s'écria-t-il, « de l'ordre le plus funeste qui ait jamais été. Le roi veut que je vous égorge ici, et que je lui porte votre cœur et votre langue. Si j'y manque, il me fera mourir. » La pauvre princesse effrayée pâlit et commença à pleurer tout doucement. Elle semblait d'un petit agneau qu'on allait immoler. Elle attacha ses beaux yeux sur le capitaine et le regardant sans colère. « Aurez-vous bien le courage, dit-elle, de me tuer, moi qui ne vous ai jamais fait de mal et qui n'ai dit au roi que du bien de vous. Encore, si j'avais mérité la haine de mon père, je souffrirais les effets sans murmurer. »
Hélas, je lui ai tant témoigné de respect et d'attachement qu'il ne peut se plaindre sans injustice. Ne craignez pas aussi, belle princesse, dit le capitaine des gardes, que je sois capable de lui prêter ma main pour une action si barbare. Je me résoudrais plutôt à la mort dont il me menace. Mais quand je me poignarderai, vous n'en seriez pas plus en sûreté. Il faut trouver un moyen pour que je puisse retourner auprès du roi et lui persuader que vous êtes morte. Quel moyen trouverons-nous, dit Merveilleuse, car il veut que vous lui portiez ma langue et mon cœur. Sans cela, il ne vous croira point. Patipata, qui avait tout écouté, et que la princesse ni le capitaine des gardes n'avaient même pas aperçu, tant ils étaient tristes, s'avança courageusement et vint se jeter aux pieds de la merveilleuse princesse. « Madame, lui dit-elle, je viens vous offrir ma vie. Il faut me tuer. Je serais trop contente de mourir pour une si bonne maîtresse. » « Ah, je n'ai garde, ma chère Patipata, dit la princesse en la baisant. Après un si tendre témoignage de ton amitié, ta vie ne me doit pas être moins précieuse que la mienne propre. » Grabugeon s'avança et dit : « Vous avez raison, ma princesse, d'aimer une esclave aussi fidèle que Patipata. Elle vous est peut-être plus utile que moi. Je vous offre ma langue et mon cœur avec joie, voulant m'immortaliser dans l'empire des magots. »« Ah, ma mignonne Grabugeon, répliqua Merveilleuse, je ne puis souffrir la pensée de t'ôter la vie. Il ne serait pas supportable pour moi, s'écria Tintin, qu'étant aussi bon doguin que je le suis, un autre donnât sa vie pour ma maîtresse. Je dois mourir ou personne ne mourra. » Il s'éleva là-dessus une grande dispute entre Patipata, Grabugeon et Tintin. L'on en vint aux grosses paroles. Enfin, Grabugeon, plus vive que les autres, monta au haut d'un arbre et se laissa tomber exprès, la tête la première. Ainsi, elle se tua. Et quelque regret qu'en eut la princesse, elle consentit, puisqu'elle était morte, que le capitaine des gardes prit sa langue, mais elle se trouva si petite, car en tout elle n'était pas plus grosse que le poing, qu'ils jugèrent avec une grande douleur que le roi n'y serait point trompé. « Hélas, ma chère petite Guenon, te voilà donc morte, dit la princesse, sans que ta mort mette ma vie en sûreté. »« C'est à moi que cet honneur est réservé, interrompit la Mauresse. En même temps, elle prit le couteau dont on s'était servi pour Grabugeon et se l'enfonça dans la gorge. Le capitaine des gardes voulut emporter sa langue, mais elle était si noire qu'il n'osa se flatter de tromper le roi avec. « Ne suis-je pas bien malheureuse, dit la princesse en pleurant. Je perds tout ce que j'aime et ma fortune ne change point. Si vous aviez voulu, dit Tintin, accepter ma proposition, vous n'auriez eu que moi à regretter, et j'aurais l'avantage d'être seule regrettée. » Merveilleuse baisa son petit doguin, en pleurant si fort qu'elle n'en pouvait plus. Elle s'éloigna promptement, de sorte que lorsqu'elle se retourna, elle ne vit plus son conducteur. Elle se trouva au milieu de Mauresse, de sa guenuche et de son doguin. Elle ne put s'en aller qu'elle ne les eût mis dans une fosse qu'elle trouva par hasard au pied d'un arbre. Ensuite,
elle écrivit ces paroles sur l'arbre. Si gît un mortel, deux mortels, tous trois également fidèles, qui voulant conserver mes jours, dès l'heure ont avancé le cours. Elle songea enfin à sa sûreté, et comme il n'y en avait point pour elle dans cette forêt qui était si proche du château de son père, que les premiers passants pouvaient la voir et la reconnaître, ou que les lions et les loups pouvaient la manger comme un poulet, elle se mit à marcher tant qu'elle put. Mais la forêt était si grande et le soleil si ardent qu'elle mourait de chaud, de peur et de lassitude. Elle regardait de tous côtés sans voir le bout de la forêt. Tout l'effrayait. Elle croyait toujours que le roi courait après elle pour la tuer. Elle marchait sans suivre aucune route certaine. Les buissons déchiraient sa belle robe et ils blessaient sa peau blanche. Enfin, elle entendit bêler un mouton. Sans doute, dit-elle, qu'il y a des bergers ici, avec leurs troupeaux. Ils pourront me guider à quelque hameau où je me cacherai sous l'habit d'une paysanne. Hélas, continua-t-elle, ce ne sont pas les souverains et les princes qui sont toujours les plus heureux. Qui croirait dans tout ce royaume que je suis fugitive, que mon père, sans sujet ni raison, souhaite ma mort, et que pour l'éviter, il faut que je me déguise. En faisant ces réflexions, elle s'avançait vers le lieu où elle entendait bêler. Mais quelle fut sa surprise en arrivant dans un endroit assez spacieux, tout entouré d'arbres, de voir un gros mouton plus blanc que la neige, dont les cornes étaient dorées, qui avait une guirlande de fleurs autour de son col, les jambes entourées de fils de perles d'une grosseur prodigieuse, quelques chaînes de diamants sur lui, et qu'il était couché sur des fleurs d'orange. Un pavillon de drap d'or, suspendu en l'air, empochait le soleil de l'incommodé. Une centaine de moutons parés étaient autour de lui, qui ne paissaient point l'herbe, mais les uns prenaient du café, du sorbet, des glaces, de la limonade, des autres des fraises, de la crème et des confitures. Les uns jouaient à la bassette, d'autres au lansquenet, et plusieurs avaient des colliers d'or enrichis de devises galantes, les oreilles percées, des rubans et des fleurs en mille endroits. Merveilleuse demeura si étonnée qu'elle resta presque immobile. Elle cherchait des yeux le berger d'un troupeau si extraordinaire. Lorsque le plus beau mouton vint à elle, bondissant et sautant. « Approchez, divine princesse, lui dit-il. Ne craignez point des animaux aussi doux et pacifiques que nous. » Quel prodige, des moutons qui parlent. « Madame, reprit-il, votre guenon et votre doguin parlaient si joliment. Avez-vous moins de sujet de vous en étonner ? » Une fée, répliqua Merveilleuse, leur avait fait don de la parole, ce qui rendait le prodige plus familier. Peut-être qu'il nous est arrivé quelques aventures semblables, répondit le mouton en souriant à la princesse. Mais ma princesse, qui conduit ici vos pas. Mille malheurs, Seigneur mouton, lui dit-elle. Je suis la plus infortunée personne au monde. Je cherche un asile contre les fureurs de mon père. Venez, madame, répliqua le mouton. Venez avec moi. Je vous en offre un
qui ne sera connu que de vous, et vous y serez la maîtresse absolue. Il m'est impossible de vous suivre, dit Merveilleuse. Je suis si lasse que j'en mourrais. Le mouton aux cornes dorées commanda qu'on fût quérir son char. Un moment après, l'on vit venir 6 chèvres attelées à une citrouille d'une si prodigieuse grosseur que 2 personnes pouvaient s'y asseoir très commodément. La citrouille était sèche, il y avait dedans de bons carreaux de duvet et de velours partout. La princesse s'y plaça, admirant un équipage si nouveau. Le maître mouton entra dans la citrouille avec elle, et les chèvres coururent de toute leur force jusqu'à une caverne, dont l'entrée se fermait par une grosse pierre. Le mouton doré la toucha avec son pied, aussitôt elle tomba. Il dit à la princesse d'entrer sans crainte. Elle croyait que cette caverne n'avait rien que d'affreux, et si elle eût été moins alarmée, rien n'aurait pu l'obliger de descendre. Mais dans la force de son appréhension, elle se serait même jetée dans un puits. Elle n'hésita donc pas à suivre le mouton, qui marchait devant elle. Il la fit descendre si bas, qu'elle pensait aller au moins aux antipodes. Et elle avait eu peur quelquefois qu'il ne la conduisît au royaume des morts. Enfin, elle découvrit tout d'un coup une vaste plaine émaillée de 1000 fleurs différentes, dont la bonne odeur surpassait toutes celles qu'elle avait jamais senties. Une grosse rivière d'eau de fleurs d'orange coulait autour. Des fontaines de vin d'Espagne, de Rossolie, d'Hippocrate et de 1000 autres sortes de liqueurs formaient des cascades et des petits ruisseaux charmants. Cette plaine était couverte d'arbres singuliers. Il y avait des avenues tout entières de perdreaux, mieux piqués et mieux cuits que chez l'Agurbois, et qui pendaient aux branches. Il y avait d'autres allées de cailles et de lapreaux, de dindons, de poulets, de faisans et d'ortolans. En de certains endroits où l'air paraissait plus obscur, il y pleuvait des bisques d'écrevisses, des soupes de santé, des foie gras, des riz de veau mis en ragoût, des boudins blancs, des saucissons, des tourtes, des pâtés, des confitures sèches et liquides, des louis d'or, des écus, des perles et des diamants. La rareté de cette pluie et tout ensemble l'utilité auraient atterré la bonne compagnie si le gros mouton avait été un peu plus d'humeur à se familiariser. Mais toutes les chroniques qui ont parlé de lui assurent qu'il gardait mieux sa gravité qu'un sénateur romain. Comme l'on était dans la plus belle saison de l'année, lorsque Merveilleuse arriva dans ces beaux lieux, elle ne vit point d'autre palais qu'une longue suite d'orangers, de jasmins, de chèvrefeuilles et de petites roses muscades, dont les branches entrelacées, les unes dans les autres, formaient des cabinets, des salles et des chambres toutes meublées de gaze d'or et d'argent, avec de grands miroirs, des lustres et des tableaux admirables. Le maître mouton dit à la princesse qu'elle était souveraine dans ces lieux, que depuis quelques années, il avait eu des sujets sensibles de s'affliger et de répandre des larmes, mais qu'il ne tiendrait qu'à elle de lui faire oublier ses malheurs.
La manière dont vous en usez, charmant mouton, lui dit-elle, a quelque chose de si généreux. Et tout ce que je vois ici me paraît si extraordinaire que je ne sais qu'en juger. Elle avait à peine achevé ces paroles qu'elle vit paraître devant elle une troupe de nymphes d'une admirable beauté. Elles lui présentèrent des fruits dans des corbeilles d'ambre, mais lorsqu'elle voulut s'approcher d'elles, insensiblement leur corps s'éloigna. Elle allongea le bras pour les toucher, elle ne sentit rien et reconnut que c'étaient des fantômes. « Ah, qu'est-ce ceci » s'écria-t-elle. « Avec qui suis-je » Elle se prit à pleurer. Et le roi mouton, qui l'avait laissée pour quelques moments, étant revenu auprès d'elle et voyant couler ses larmes, en demeura si éperdu qu'il pensa mourir à ses pieds. « Qu'avez-vous, belle princesse » lui dit-il. « A-t-on manqué dans ces lieux au respect qui vous est dû ?»« Non, lui dit-elle, je ne me plains point. Je vous avoue seulement que je ne suis pas accoutumée à vivre avec les morts et avec les moutons qui parlent. Tout me fait peur ici, et quelque obligation que je vous ai de m'y avoir amené, je vous en aurai encore davantage de me remettre dans le monde. Ne vous effrayez point, répliqua le mouton. Daignez m'entendre tranquillement, et vous saurez ma déplorable aventure. Je suis né sur le trône. Une longue suite de rois que j'ai pour aïeux m'avait assuré la possession du plus beau royaume de l'univers. Mes sujets m'aimaient et j'étais craint et envié par mes voisins et estimé avec quelque justice. On disait que jamais roi n'avait été plus digne de l'être. Ma personne n'était pas indifférente à ceux qui me voyaient. J'aimais fort la chasse, et m'étant laissé emporter au plaisir de suivre un cerf qui m'éloigna un peu de tous ceux qui m'accompagnaient, je le vis tout d'un coup se précipiter dans un étang. J'y poussai mon cheval avec tant d'imprudence que de témérité, mais en avançant un peu, je sentis, au lieu de la fraîcheur de l'eau, une chaleur extraordinaire. L'étang tarit, et par une ouverture dont il sortait des feux terribles, je tombai au fond d'un précipice où l'on ne voyait que des flammes. Je me croyais perdu lorsque j'entendis une voix qui me dit « Il ne faut pas moins de feu, ingrat, pour réchauffer ton cœur. » « Et qui se plaint ici de ma froideur ?» m'écriai-je. « Une personne infortunée, » répliqua la voix, « qui t'adore sans espoir. » En même temps, les feux s'éteignirent. Je vis une fée que je connaissais dès ma plus tendre jeunesse, dont l'âge et la laideur m'avaient toujours épouvantée. Elle s'appuyait sur une jeune esclave d'une beauté incomparable. Elle avait des chaînes d'or qui marquaient assez sa condition. « Quel prodige se passe ici, Ragotte ?» lui dis-je. « Serait-ce bien par vos ordres ?»« Et par l'ordre de qui donc ?» répliqua-t-elle. « N'as-tu point connu jusqu'à présent mes sentiments ? Faut-il que j'aie la honte de m'en expliquer ? Mes yeux, autrefois si sûrs de leur coup, ont-ils perdu tout leur pouvoir ? Considère où je m'abaisse, c'est moi qui te fais l'aveu de ma faiblesse. Car encore que tu sois un grand roi, tu es moins qu'une fourmi devant une fée comme moi. Je suis tout ce qu'il vous plaira, lui dis-je, d'un air et d'un ton impatient. Mais enfin, que me demandez-vous ?
Est-ce ma couronne, mes villes, mes trésors? Ah, malheureux, reprit-elle dédaigneusement, mes marmitons, quand je voudrais, seront plus puissantes que toi. Je demande ton cœur, mes yeux te l'ont demandé 1000 et 1000 fois. Tu ne les as pas entendus, ou pour mieux dire, tu n'as pas voulu les entendre. Si tu étais engagé avec une autre, continua-t-elle, je te laisserais faire des progrès dans tes amours. Mais j'ai eu trop d'intérêt à t'éclairer pour ne avoir pas découvert l'indifférence qui règne dans ton cœur. Eh bien, aime-moi, ajouta-t-elle, en serrant la bouche pour la voir plus agréable et roulant les yeux. Je serai ta petite Ragotte. J'ajouterai 20 royaumes à celui que tu possèdes, 100 tours pleines d'or, 500 pleines d'argent. En un mot, tout ce que tu voudras. Madame Ragotte, lui dis-je, ce n'est point dans le fond d'un trou où j'ai pensé être rôti que je veux faire une déclaration à une personne de votre mérite. Je vous supplie, par tous les charmes qui vous rendent aimable, de me mettre en liberté, et puis nous verrons ensemble ce que je pourrai pour votre satisfaction. Ah, traître, s'écria-t-elle, si tu m'aimais, tu ne chercherais point le chemin de ton royaume. Dans une grotte, dans une renardière, dans les bois, dans les déserts, tu serais content. Ne crois pas que je sois novice. Tu songes à t'esquiver, mais je t'avertis qu'il faut que tu restes. Et la première chose que tu feras, c'est de garder mes moutons. Ils ont de l'esprit et parlent pour le moins aussi bien que toi. En même temps, elle s'avança dans la plaine où nous sommes et me montra son troupeau. Je le considérais peu. Cette belle esclave qui était auprès d'elle m'avait semblé merveilleuse. Mes yeux me trahirent. La cruelle Ragotte, y prenant garde, se jeta sur elle et lui enfonça un poinçon si avant dans l'œil que cet objet adorable perdit sur le champ de la vie. À cette funeste vue, je me jetai sur Ragotte et mettant l'épée à la main, je l'aurais immolée à des mânes si chers, si par son pouvoir elle ne m'eût rendu immobile. Mes efforts étant inutiles, je tombai par terre et je cherchais les moyens de me tuer pour me délivrer de l'état où j'étais. Quand elle me dit avec un sourire ironique, « Je veux te faire connaître ma puissance. Tu es un lion à présent, tu vas devenir un mouton. » Aussitôt, elle me toucha de sa baguette et je me trouvai métamorphosée comme vous voyez. Je ne perdis point l'usage de la parole, ni les sentiments de douleur que je devais à mon état. « Tu seras 5 ans mouton, dit-elle, et maître absolu de ces beaux lieux. Pendant qu'éloigné de toi, et ne voyant plus ton agréable figure, je ne songerai qu'à la haine que je te dois. » Elle disparut. Et si quelque chose avait pu adoucir ma disgrâce, ça aurait été son absence. Les moutons parlants, qui sont ici, me reconnurent pour leur roi. Ils me racontèrent qu'ils étaient des malheureux qui avaient déplu par plusieurs sujets différents à la vindicative fée, et qu'elle en avait composé un troupeau, que leur pénitence n'était pas aussi longue pour les uns que pour les autres. En effet, ajouta-t-il, de temps en temps, ils redeviennent ce qu'ils ont été et quittent le troupeau. Pour les autres, ce sont des rivales ou des ennemis de Ragotte, qu'elle a tués pour un siècle ou pour moins, et qui retourneront ensuite dans le monde. La jeune esclave dont je vous ai parlé est de ce nombre. Je l'ai vue plusieurs fois de suite avec plaisir, quoiqu'elle ne parlât point, et qu'en voulant l'approcher,
il me fut fâcheux de connaître que ce n'était qu'une ombre. Mais ayant remarqué un de mes moutons assidus près de ce petit fantôme, j'ai su que c'était son amant, et que Ragot, susceptible des tendres impressions, avait voulu le lui ôter. Cette raison m'éloigna de l'ombre esclave, et depuis 3 ans, je n'ai senti aucun penchant pour rien que pour ma liberté. C'est ce qui m'engage d'aller quelquefois dans la forêt. Je vous y ai vue, belle princesse, continua-t-il, tantôt sur un chariot que vous conduisiez vous-même avec plus d'adresse que le soleil n'en a, tantôt à la chasse sur un cheval qui semblait indomptable à tout autre qu'à vous, puis courant légèrement dans la plaine avec les princesses de votre cour. Ah, princesse, si dans tous ces temps où mon cœur vous rendait des vœux secrets, j'avais osé vous parler, que ne vous aurais-je point dit? Mais comment auriez-vous reçu la déclaration d'un malheureux mouton comme moi? Merveilleuse était si troublée de tout ce qu'elle avait entendu jusqu'alors qu'elle ne savait presque plus lui répondre. Elle lui fit cependant des honnêtetés qui lui laissèrent quelques espérances, et dit qu'elle avait moins peur des ombres puisqu'elle devait revivre un jour. Hélas, continua-t-elle, si ma pauvre Patipata, ma chère Grabugeon et le joli Tintin, qui sont morts pour me sauver, pouvaient avoir un sort semblable, je ne m'ennuierais plus ici. Malgré la disgrâce du roi Mouton, il ne laissait pas d'avoir des privilèges admirables. « Allez, dit-il à son écuyer, allez quérir la Moresse, la Guenuche et le Doguin. Leurs ombres divertiront notre princesse. » Un instant après, Merveilleuse les vit, et quoiqu'ils ne l'approchassent pas d'assez près pour en être touchés, leur présence lui fit d'une consolation infinie. Le roi Mouton avait tout l'esprit et toute la délicatesse qui pouvaient former d'agréables conversations. Il aimait si passionnément Merveilleuse qu'elle vint aussi à le considérer et ensuite à l'aimer. Un joli mouton, bien doux, bien caressant, ne laisse pas de plaire, surtout quand on sait qu'il est roi et que la métamorphose doit finir. Ainsi la princesse passait doucement ses beaux jours, attendant un sort plus heureux. Le galant Mouton ne s'occupait que d'elle. Il faisait des fêtes, des concerts, des chasses. Son troupeau le secondait. Jusqu'aux ombres, elles y jouaient leurs personnages. Un soir que les courriers arrivèrent, car il envoyait soigneusement aux nouvelles, et il savait toujours des meilleures, on vint lui dire que la sœur aînée de la princesse Merveilleuse allait épouser un grand prince, et que rien n'était plus magnifique que tout ce qu'on préparait pour les noces. « Ah !» s'écria la jeune princesse, « que je suis fort infortunée de ne pas avoir tant de belles choses. Me voilà sous la terre avec les ombres et les moutons, pendant que ma sœur va paraître parée comme une reine. Chacun lui fera sa cour. Je serai la seule qui ne prendra point de part à sa joie. »« De quoi vous plaignez-vous, madame ?» lui dit le roi des moutons. « Vous ai-je refusé d'aller à la noce ? Partez quand il vous plaira, mais donnez-moi parole de revenir. Si vous n'y consentez pas, vous m'allez voir expirer à vos pieds, car l'attachement que j'ai pour vous est trop violent pour que je puisse vous perdre sans mourir. » Merveilleuse, attendrie, promit au mouton que rien au monde ne pourrait empêcher son retour. Il lui donna un équipage proportionné à sa naissance. Elle s'habilla superbement
et n'oublia rien de ce qui pouvait augmenter sa beauté. Elle monta dans un char de nacre de perles, traîné par 6 hippogriffes, nouvellement arrivés des antipodes. Il la fit accompagner par un grand nombre d'officiers richement vêtus et admirablement bien faits. Il les avait envoyés chercher fort loin pour faire le cortège. Elle se rendit au palais du roi son père, dans le moment où qu'on célébrait le mariage. Dès qu'elle entra, elle surprit par l'éclat de sa beauté et par celui de ses pierreries tous ceux qui la virent. Elle n'entendait autour d'elle que des acclamations et des louanges. Le roi la regardait avec une attention et un plaisir qui lui fit craindre d'en être reconnu. Mais s'il était si prévenu de sa mort qu'il n'en eut pas la moindre idée. Cependant, l'appréhension d'être arrêtée l'empêcha de rester jusqu'à la fin de la cérémonie. Elle sortit brusquement et laissa un petit coffre de corail garni d'émeraudes. On voyait écrit dessus en pointe de diamant « Pierrerie pour la mariée ». On l'ouvrit aussitôt, et que n'y trouva-t-on pas? Le roi qui avait espéré de la rejoindre et qui brûlait de la connaître, fut au désespoir de ne plus la voir. Il ordonna absolument que si jamais elle revenait, on fermât toutes les portes sur elle et qu'on la retint. Quelque courte que fût l'absence de Merveilleuse, elle avait semblé au mouton de la longueur d'un siècle. Il l'attendait au bord d'une fontaine, dans le plus épais de la forêt. Il y avait fait étaler des richesses immenses pour les lui offrir en reconnaissance de son retour. Dès qu'il la vit, il courut vers elle, sautant et bondissant comme un vrai mouton. Il lui fit 1000 tendres caresses. Il se couchait à ses pieds. Il baisait ses mains. Il lui racontait ses inquiétudes et ses impatiences. Sa passion lui donnait une éloquence dont la princesse était charmée. Au bout de quelque temps, le roi maria sa seconde fille. Merveilleuse la prit, et elle pria le mouton de lui permettre d'aller voir, comme elle l'avait déjà fait, une fête où elle s'intéressait si fort. À cette proposition, il sentit une douleur dont il ne fut point le maître, un pressentiment secret qui lui annonçait son malheur. Mais comme il n'est toujours pas en nous de l'éviter, et que sa complaisance pour la princesse l'emportait sur tous les autres intérêts, il n'eut pas la force de la refuser. « Vous voulez me quitter, madame, lui dit-il. Cet effet de mon malheur vient plutôt de ma mauvaise destinée que de vous. Je consens à ce que vous souhaitez, et je ne puis jamais vous faire un sacrifice plus complet. » Elle l'assura qu'elle tarderait aussi peu que la première fois, qu'elle ressentirait vivement tout ce qui pourrait l'éloigner de lui, et qu'elle conjurait de ne pas s'inquiéter. Elle se servit du même équipage qui l'avait déjà conduite, et elle arriva comme la cérémonie commençait. Malgré l'attention que l'on y avait, sa présence fit élever un cri de joie et d'admiration, qui attira les yeux de tous les princes sur elle. Ils ne pouvaient se lasser de la regarder, et ils la trouvaient d'une beauté si peu commune qu'ils étaient prêts à croire que ce n'était pas une mortelle. Le roi se sentit charmé de la revoir. Il n'ôta les yeux de sur elle que pour ordonner que l'on fermât bien toutes les portes pour la retenir. La cérémonie étant sur le point de finir, la princesse se leva promptement, voulant se dérober parmi la foule, mais elle fut extrêmement surprise et affligée de trouver les portes fermées. Le roi l'aborda avec un grand respect et une soumission qui la rassura.
Il la pria de ne leur pas ôter sitôt le plaisir de la voir et d'être du célèbre festin qu'il donnait aux princes et aux princesses. Il la conduisit dans un salon magnifique où toute la cour était. Il prit lui-même un bassin d'or et un vase plein d'eau pour laver ses belles mains. Dans ce moment, elle ne fut plus maîtresse de son transport. Elle se jeta à ses pieds et embrassant ses genoux. « Voilà mon songe accompli, dit-elle. Vous m'avez donné à laver le jour des noces de ma sœur, sans qu'il vous en soit rien arrivé de fâcheux. » Le roi la reconnut avec d'autant moins de peine qu'il avait trouvé plus d'une fois qu'elle ressemblait parfaitement à Merveilleuse. « Ah, ma chère fille, dit-il, en l'embrassant et versant des larmes, pouvez-vous oublier ma cruauté ? J'ai voulu votre mort parce que je croyais que votre songe signifiait la perte de ma couronne. Il la signifiait aussi, continua-t-il. Voilà vos 2 sœurs mariées, elles en ont chacune une, et la mienne sera pour vous. Dans le même moment, il se leva et la mit sur la tête de la princesse, puis il cria « Vive la reine merveilleuse !» Toute la cour cria comme lui. Les 2 sœurs de cette jeune reine vinrent lui sauter au cou et lui faire 1000 caresses. Merveilleuse ne se sentait pas, tant elle était aise. Elle pleurait et riait tout à la fois. Elle embrassait une, elle parlait à l'autre, elle remerciait le roi. Et parmi toutes ces différentes choses, elle se souvenait du capitaine des gardes, auquel elle avait tant d'obligations, et elle le demandait avec instance, mais on lui dit qu'il était mort, et elle ressentit vivement cette perte. Lorsqu'elle fut à table, le roi la pria de raconter ce qui lui était arrivé depuis le jour où il avait donné des ordres si funestes contre elle. Aussitôt, elle prit la parole avec une grâce admirable, et tout le monde attentif l'écoutait. Mais pendant qu'elle s'oubliait auprès du roi et de ses sœurs, l'amoureux mouton voyait passer l'heure du retour de la princesse, et son inquiétude devenait si extrême qu'il n'en était point le maître. « Elle ne veut plus revenir, s'écriait-elle. Ma malheureuse figure de mouton lui déplaît. Ah, trop infortuné amant, que ferais-je sans Merveilleuse ? Ragotte, barbare fée, quelle vengeance ne prends-tu point de l'indifférence que j'ai pour toi ? » Il se plaignit longtemps, et voyant que la nuit approchait, sans que la princesse parût, il courut à la ville. Quand il fut au palais du roi, il demanda Merveilleuse. Mais comme chacun savait déjà son aventure, et qu'on ne voulait plus qu'elle retournât avec le mouton, on lui refusa durement de la voir. Il poussa des plaintes et fit des regrets capables d'émouvoir tout autre que les Suisses, qui gardaient la porte du palais. Enfin, pénétré de douleur, il se jeta par terre et y rendit la vie. Le roi et Merveilleuse ignoraient la triste tragédie qui venait de se passer. Il proposa à sa fille de monter dans un char et de se faire voir par toute la ville. À la clarté de 1000 et 1000 flambeaux, qui étaient aux fenêtres et dans les grandes places. Mais quel spectacle pour elle de trouver en sortant de son palais son cher mouton, étendu sur le pavé, qui ne respirait plus. Elle se précipita du chariot, elle courut vers lui, elle pleura, elle gémit, elle connut que son peu d'exactitude avait causé la mort de son mouton royal. Dans son désespoir, elle pensa mourir elle-même. L'on convint alors que les personnes les plus élevées sont sujettes, comme les autres,
au coup de la fortune, et que souvent elles éprouvent les plus grands malheurs dans le moment où elles croient au comble de leurs souhaits. Souvent les plus beaux dons des cieux ne servent qu'à notre ruine. Le mérite éclatant que l'on demande aux dieux, quelquefois de nos maux est la tristesse origine. Le roi Mouton eût moins souffert s'il n'eût point allumé cette flamme fatale, que Ragotte vengea sur lui, sur sa rivale. C'est son mérite qui le perd. Il devait éprouver un destin plus propice. Ragotte et ses présents ne purent rien sur lui. Il haïssait sans feinte, aimait sans artifice, et ne ressemblait pas aux hommes d'aujourd'hui. Sa fin même pourra nous paraître fort rare, et ne convient qu'au roi Mouton. On n'en voit point dans ce canton, mourir quand leurs brebis s'égarent.